la mort. Ce n'est pas la fin du monde. Sophie, Jean! comment tu vas? Ça va bien, toi? Eh ben, pleine forme, pleine forme. Et ben, comme d'habitude, hein, on a Ouais. toujours une petite cachette. Puis aujourd'hui, on a une invitée encore une fois. Ouais. C'est vraiment le fun. Sérieusement, moi j'ai hâte qu'on ait plusieurs qui soient mis en onde. Ouais. Parce que les gens nous écrivent ou les gens nous parlent nous disant c'est quand, c'est quand, c'est Oui. quand. Fait que on a bien hâte, là, Oui, de- puis jusqu'à date, on a des super de beaux invités. Hein? Je comprends. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Aujourd'hui, on reçoit Brigitte Prégaud. Bonjour Jean, bonjour Sophie. Allô, Bonjour. Brigitte! Merci de me recevoir. Hey Brigitte, Toi? intervenante psychosociale. Oui. Là, moi, dans ce niveau-là, tu me perds. Fait, explique-moi, qu'est-ce que ça fait, puis Oui. parle-moi de toi. OK. Bon, je suis intervenante psychosociale. Mes premières études, c'est l'éducation spécialisée. Puis après ça, je suis retournée aux études à l'université. Puis j'ai fait un certificat en gérontologie, puis un certificat en intervention psychosociale. Donc, l'intervention psychosociale, en fait, c'est un accompagnement psychologique, un soutien psychologique aux gens pour leur permettre de fonctionner au quotidien. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça psychosocial. Donc, dans la vie de tous les jours, dans une réalité quotidienne là, qu'ils vivent. Moi, je travaille pour le regroupement Soutien aux aidants de Brome-Missisquoi / Maison Gilles-Carle. Donc, Ok. plusieurs nous connaissent sous le nom Maison Gilles-Carle, mais la Maison Gilles-Carle, c'est un service qu'on donne. Nous, on est le regroupement Soutien aux aidants pour la région de Brome-Missisquoi. Donc, notre mission première, c'est la prévention de l'épuisement du proche aidant. Donc, on donne des services pour les soutenir dans le processus de la proche aidance, dès le diagnostic, évidemment. Et on donne du soutien psychologique en individuel, en groupe, des conférences, des formations. On donne aussi ce qu'on appelle les ateliers bien-être qui leur permettent d'enlever pendant quelques heures le chapeau de proche aidant pour recharger leur batterie. Donc, c'est des ateliers un peu plus ludiques qui se veulent dans le plaisir, dans la joie, pour justement leur permettre de recharger leur batterie, Décrocher. de décrocher. Puis un autre de nos services, c'est le service de répit qui s'appelle la Maison Gilles-Carle, qui a été fondée avec Chloé Sainte-Marie. On est la première maison Gilles-Carle officielle là, de la région, après celle qu'elle a créée chez elle, là, évidemment. Donc, on est situé à Coansville, au 614 boulevard J-André d'Eragon. Puis, qui a accès à ce répit-là? Alors, c'est tous les proches aidants. Dès que je prends soin de quelqu'un et que mon quotidien est transformé par rapport à ça, eh bien, je suis un proche aidant. Si je prends soin de ma mère, si je prends soin de mon conjoint, malgré tout l'amour qu'on a pour eux, on porte plusieurs chapeaux. Ça peut être l'enfant, ça peut être le conjoint, mais on ajoute un chapeau qui est le proche aidant. Si je suis parent d'un enfant qui a une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du spectre de l'autisme, je suis parent, mais je suis aussi proche aidant. Donc, ils sont tous les bienvenus dès que, puis ça, c'est des proches aidants de première ligne que moi j'appelle, mais les proches aidants, on est là aussi pour soutenir les proches aidants de deuxième ligne, qui sont tout aussi importants. Donc, admettons, Sophie, que toi, tu prends soin de ta mère, puis que ta fille est beaucoup impliquée, admettons. Bien, elle aussi, elle est proche aidante. OK. Donc, c'est important. Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est de rencontrer la famille, de faire ce que j'appelle des CA familiales. Comme ça, tout le monde comprend la réalité de chacun. Puis on voit comment chacun peut s'impliquer à sa façon, en respectant ses propres limites, pour le bien de la personne qui est atteinte, là, qui est malade, qui est en situation vulnérable.
Puis c'est quoi que, tu sais, quand on dit de deuxième rang, admettons, là, c'est quoi que vous pouvez... Qu'on peut faire? Oui. Ah ben c'est les mêmes services. Oui, OK. Ah oui, je veux dire, j'ai une dame qui vient accompagnée de sa sœur. Parce que sa sœur, elle la soutient beaucoup, elle, dans son rôle de proche aidante envers son mari. Puis elle vient aussi aux ateliers, de groupe. Puis elle dit, ça m'aide à comprendre la réalité de ma sœur. Puis que quand ma sœur va pas bien, ben, je suis là pour elle encore plus. Outillée pour l'accompagner. Je suis outillée, c'est ça. Puis je suis capable de voir avant elle, des fois, même quand elle est fatiguée. Hein? Parce que, vous savez, il y a 10 ans, dans les statistiques, on disait qu'il y avait 77% des proches aidants qui devenaient gravement malades ou qui mouraient avant la personne qu'ils aidaient. Quand même. Donc, j'ose imaginer que c'est peut-être 80% aujourd'hui. Et ça, on ne comprend pas ce chiffre-là, parce que, pas qu'on ne le comprend pas, mais on n'en est pas conscient. Hein? Les gens, ils ne réalisent pas ça, parce que 80% des proches aidants, ce sont des aînés. Donc, ils sont déjà un peu avec la santé qui parfois, elle est coup-ci-coup-ça. Hein? Puis là, ben, on se retrouve, j'ai accompagné, entre autres, moi, ça fait 12 ans que je travaille pour le regroupement. Mais je me souviens d'un couple merveilleux que monsieur, sa femme était atteinte de troubles cognitifs et monsieur, malheureusement, a eu un diagnostic de cancer. Puis il est décédé avant elle. Hein? Donc, ça crée vraiment... et c'est pour ça que nous, on œuvre contre l'épuisement. On veut être en prévention de l'épuisement pour que le proche aidant, justement, ben, il soit en santé là, le plus longtemps possible. Puis en plus, avec la réalité qu'on vit en ce moment dans le milieu de la santé, ben, il y a beaucoup plus de gens qui restent à domicile. Hein. Le soutien à domicile est plus encouragé. Ben, c'est le proche aidant qui se retrouve avec tous ces chapeaux-là. Donc, y a-t-il des aides financières pour les prochains aidants? Il y en a maintenant depuis quelques années. Là, l'idéal, si jamais, là, je laisserai les coordonnées de l'organisme, les gens peuvent nous contacter, puis on peut les soutenir dans ça, ou les référer aux bonnes ressources qui vont les guider encore plus là, pour les ressources financières. Mais oui, il y a des subventions maintenant pour les proches aidants, que ce soit les proches aidants qui accompagnent quelqu'un en fin de vie. Ou il y a, ça s'appelle le chèque emploi-service, qui sera octroyé par le soutien à domicile en fonction d'un nombre d'heures qui sera donné. Mettons qu'on évalue le nombre d'heures à 15 heures semaine. Donc, le proche aidant, ben, lui, ce qu'il peut faire, c'est trouver une personne qui va engager pour prendre soin de son proche, pour lui donner du répit. Et c'est le gouvernement qui va payer cette personne-là. Ça, c'est du répit à domicile. Okay. Ça, c'est nouveau? Ça fait quelques années. Okay. Mais c'est vraiment... il y a 5 ans, là... on n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas de soutien là, financier. C'est encore un peu nébuleux parce qu'il faut vraiment que le médecin signe un diagnostic précis. Il faut qu'il officialise le statut du proche aidant pour qu'il ait le droit à ces subventions. Okay. Mais sans entrer dans tous les détails, là, nous, en tant que ressources, hein, des fois, on n'a pas toutes les réponses, mais notre job, c'est de trouver les réponses pour les proches aidants. C'est de leur enlever ce petit fardeau-là mental, d'avoir à penser à tout ça. On est là pour ça aussi. Là. Je travaille beaucoup aussi en concert avec les médecins, les travailleurs sociaux. Je suis une de celles là, que je ne me gêne pas d'appeler direct les médecins. Je rasais avec eux si on s'inquiète de la santé du proche aidant. Mais oui. Puis c'est correct de s'en servir si c'est eux qui peuvent avoir la signature finale juste pour donner un coup de main. Exactement. Puis si ce n'est que pour faire la demande de soutien à domicile aussi. Donc, de plus en plus, on travaille en partenariat vraiment là, avec tous les acteurs du service de la santé, finalement, pour accompagner les prochains. Puis, Brigitte, j'ai une autre petite question. Je vais essayer Non, est-ce que tu penses qu'il y a encore, probablement que oui, là, mais tu sais, il y a encore beaucoup de place à amélioration de ce côté-là, surtout au niveau de l'aide
Parce que, tu sais, il y a eu un moment donné où est-ce que le gouvernement, il disait quand même, tu sais, il encourageait les gens à être aidants naturels à la maison, là. Oh oui. Mais est-ce que, tu sais, est-ce que les babines suivent les bottines, là, tu sais, Les bottines suivent les babines? Oui, en tout cas, je n'ai pas l'expression, là, mais c'est pas qu'ils veulent pas les suivre. Tu sais, tout est une question aussi de soutien financier des organismes. Hein? Ouais. On ne se le cachera pas, là. On va d'enveloppe en enveloppe. Donc, et le grand défi des organismes communautaires, c'est d'être financé à la mission qu'on appelle. Donc, d'avoir un financement constant, OK, pour la mission globale. Okay. Sauf que ce qu'on a comme argent, c'est au projet. Donc, je te donne un exemple. Admettons qu'il y a une enveloppe qui sort d'un autre organisme, là, comme l'appui, mettons. Ils vont dire, ben là, on vous finance si vous faites un projet pour les proches aidants qui ont qui prennent soin d'un enfant qui a une déficience intellectuelle. Okay. Bon, OK, il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, nous, il faut qu'on rentre des comptes, puis dans la balance, ben, à ce moment-là, ben, dans les statistiques, ben, ça se peut qu'on ait plus de proches aidants qui prennent soin de quelqu'un qui a des troubles cognitifs. C'est pas toujours évident. Et là, ben, il faut qu'on travaille à rentrer plus de membres de proches aidants. Ça devient un peu limitant. Oui, ouais, ça devient très limitant. Et ça fait qu'on dénature. Oui, c'est ça. Ce qu'on rêve, c'est d'avoir un financement constant pour toujours pour la mission qui est la prévention de l'épuisement. Je te donne un exemple. Quand on donne des ateliers bien-être, on n'est pas financé pour ça. Ça, nous, on gratte les fonds de tiroir pour faire ça parce que les bailleurs de fonds, à date, ne considèrent pas que c'est un soutien à la prévention de l'épuisement et pourtant. Donc, on est toujours en train de tricoter. Je peux vous dire qu'on a une directrice exceptionnelle en ce moment qui travaille très fort à aller chercher des subventions. Nous, on a la chance d'être un organisme que moi, je pourrais dire en santé à ce niveau-là, mais c'est toujours un combat, ce financement-là. Donc, pour revenir à ta question, ben oui, le gouvernement encourage encore ça, mais la réalité, elle est aussi que ça prend du temps d'avoir un travailleur social sur ton dossier. Ça prend du temps d'avoir du service à domicile, pour exemple, des soins d'hygiène. Le manque d'employés, le manque de formation, c'est la même réalité partout. Donc oui, on garde les gens à domicile, mais il n'y a pas toujours plus de services de soutien à domicile. Je me suis vue dernièrement aller faire une intervention à l'hôpital. Une proche aidante m'a appelée en pleurant. Elle m'a dit, ils veulent retourner ma mère parce qu'elle avait fait une chute. Ils veulent retourner ma mère à son domicile, mais elle dit, moi, la proche aidante était en épuisement, en arrêt de travail, prend soin de son fils autiste. Et là, fallait qu'elle prenne soin de sa mère à son domicile, qui là pouvait à peine marcher et se nourrir. Mais là, le travailleur social de l'hôpital avait décidé que c'était le temps de la retourner à la maison. Et là, moi, je suis allée à l'hôpital avoir une petite jasette et de dire, ben, dans quelques semaines, on s'entend que cette dame-là va revenir elle va refaire une chute. C'est soit elle ou soit ma proche aidante que vous allez avoir dans un lit d'hôpital. Ma proche aidante menaçait de s'enlever la vie. Elle était épuisée. Donc, il y a vraiment une détresse psychologique chez les proches aidants. Tu t'ai entendu dire tantôt, aidant naturel, c'est un terme qu'on disait dans l'ancien temps. On le dit plus parce que c'est tout sauf naturel. Hein? On est dans la proche aidance. Et finalement, ils ont retourné la dame à la maison. Avec, par contre, quelques soutiens, de la popote roulante. Au moins, là, il a mis des choses en place. Mais un mois plus tard, elle était de retour à l'hôpital. C'était tellement inévitable.
Mais c'est ça. Donc, on joue au yo-yo, on les rentre, on les sort. Vous autres, vous travaillez pour les garder le plus sain d'esprit à la maison, puis à l'hôpital, ils essayent de les sortir le plus rapidement possible. Puis en même temps, ils font vraiment leur possible à l'hôpital. Hein. C'est vraiment une question de manque de lits, manque de ressources. Partout. Dès que la personne est un temps soit peu semi-autonome, ben elle doit libérer le lit. Donc, eux aussi jonglent avec une réalité. C'est comme si la boucle, elle se fait c'est sans fin. C'est sans fin. Ouais. J'ai envie de vous parler de l'approche aidance dès le diagnostic. Hein, parce que vous êtes quand même une émission sur la mort. Oui. Puis, si les gens qui nous entendent veulent plus d'informations sur l'approche aidance, je vous invite à nous appeler à notre organisme au 450-263-4236. Moi, je suis au poste 2, Brigitte Frégault, puis on pourra vous guider là, dans ce processus-là là, de comment devenir membre. Je tiens quand même juste à nommer que c'est seulement 30 $ hein, pour devenir membre. Ça donne accès à tous les services gratuits. L'aide psychologique, de groupe ou en individuel, les formations, les conférences, tout ça, c'est gratuit en tant que membre. Puis si jamais vous avez besoin de répit, à ce moment-là, il y a d'autres types de frais là, qui vont rentrer là, pour les repas, etc. de votre proche. Mais ça, on en jasera. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est accueillir le proche aidant dès le diagnostic de son proche. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben là, je suis correct. Ah, je suis correct, là, jusqu'à date, ça va bien, jusqu'à date. Mais nous, on est là pour vous soutenir, pour les soutenir dès le diagnostic. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est à quoi vous pouvez vous attendre? Mais on ne veut pas en parler. Puis c'est normal, c'est comme la mort. Hein? On le sait que c'est la seule loi qui est égale pour tout le monde, mais on ne dit pas hey, comment ça va, Jean, quoi de neuf? Hey, puis toi, tu parles de la mort. On n'est pas comme. T'as-tu quelqu'un qui est mort autour de toi dernièrement? On ne va pas nommer ça. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? Non, on ne peut pas en parler. On ne va pas en parler. Puis si, advenant que tu es endeuillé, bien, si ça fait plus que 6 mois, avec toutes les bonnes intentions du monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te changer les idées. Au lieu de dire t'en es où. Hein? Ben, c'est une bonne intention de notre part là, de vouloir mettre de la joie dans ton cœur, mais en fait, c'est peut-être pas ton besoin. Bon, bref, quand on reçoit un diagnostic d'une maladie dégénérative, ayant assurément pas comme objectif, mais comme fin de tout ça, ben la mort, si je peux le dire de façon maladroite, hein, parce que il y a plein de maladies qui sont dégénératives, qu'on sait là, que ça ne va pas, comme on dit là, en bon québécois, ça ne va pas aller à 100 mieux temps. Bon, la dernière chose qu'on veut se dire, mon proche est atteint de Parkinson, il va mourir. On n'en parle pas de ça. Mais ça nous met face quand même à la finitude de la vie de quelqu'un qu'on aime. On le sait qu'il va mourir un jour, même s'il n'est pas malade. On le sait qu'on va mourir un jour, même si on n'est pas malade, mais ça ne fait pas partie de nos discussions. C'est OK. Mais quand on devient proche aidant, puis que la personne de qui on prend soin va assurément aller moins bien dans 1 an, dans 2 ans, ça nous met face à cette réalité-là qu'on n'est pas éternel. Et là, il commence là le processus de la mort, finalement. Il commence dans le deuil de la retraite qu'on n'aura pas, dans le deuil des rêves qu'on ne va pas réaliser, dans le deuil peut-être de la personnalité de la personne dont on prend soin si c'est un trouble cognitif. Hein? La Société Alzheimer, il me semble que c'est eux qui ont nommé cette expression-là, le deuil blanc. C'est eux les premiers qui ont parlé du deuil blanc, qui est le deuil de la personne telle qu'on la connaît. Hein? Okay. Il est encore vivant, mais bientôt, il ne sera plus celui qu'on connaît. Ouais. Donc, on va être en deuil. Je vais être en deuil de mon chum qui me reconnaîtra peut-être plus. Il commence là, le deuil. Et tous les jours, on est confronté à la mort possible de notre proche. Puis de la nôtre en même temps. Hein? Parce que, et dans
la prévention de l'épuisement, dans une des formations qu'on donne, on parle justement des étapes de la proche aidance jusqu'à la post-aidance, qui signifie soit suite à l'hébergement, puis encore là, on est encore proche aidant même après l'hébergement d'un proche, ou après sa mort. Et on est là, nous, même après 2-3 années, là, on continue à accompagner le proche aidant parce que ça reste imprégné en lui. Dans la formation, et là, vous m'arrêtez, hein, moi, je peux vous parler de ça pendant des heures. Bien, j'ai une question, moi. Oui. Tu sais, tantôt, tu disais, on aime mieux, tu sais, que les personnes nous appellent avant, tu sais, mais dès le diagnostic. Ah ouais. Parce que dans le fond, c'est plus facile pour vous pour pouvoir, premièrement, apprendre à la connaître puis l'accompagner tout au long de cette... Oui, parce qu'il y a plein de questions qui se passent dans la tête de la personne. Puis si on n'a pas la réponse, on peut les guider vers la bonne ressource. Ouais. Parce qu'ils sont là, les ressources. Moi, je suis spécialisée en troubles cognitifs. J'ai travaillé avec la Société Alzheimer, mais en même temps, c'est un trouble cognitif. Ben, on va les référer à la Société Alzheimer, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui va se passer? À quoi je dois m'attendre? À quoi ça va ressembler à la maladie de mon proche? Puis l'accompagnement, probablement, qui est très différente entre une personne qui vous contacte qui dit « Je viens d'avoir... Mon père ou mon mari vient d'avoir un diagnostic de Parkinson ou d'Alzheimer, peu importe. » Ou la personne qui vous appelle pour vous dire ça fait 1 an qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, je suis épuisée, je suis plus capable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, là, oh mon Dieu. l'espèce d'état de panique. Là, ah mon Dieu, oui. Parce que, je te donne un exemple, il y a plusieurs années, peut-être même il y a 10 ans, on a un monsieur qui est venu nous voir et sa femme venait d'avoir un diagnostic d'Alzheimer. Et un monsieur, un professionnel de la santé, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Lui, tout de suite, il a eu le réflexe de dire hey, regarde, je la connais, la ressource, là, je vais aller les voir. Je fais quoi? Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un filet de sécurité autour de lui. C'est qui? C'est qui vos personnes ressources? OK, vous allez les contacter. Ils peuvent nous contacter aussi. On met déjà en place une possibilité de répit. Oui, mais je ne suis pas fatiguée. C'est pas grave. On ne veut pas que vous vous fatiguiez. C'est ça le but. Ouais. C'est de garder votre niveau d'énergie au max. Ouais. C'est quoi vos activités? Ben moi, je joue au golf, je fais de la natation. Parfait. On va mettre en place c'est ça. On va mettre en place des stratégies pour que vous puissiez continuer de faire vos activités. Oui, de faire vos activités sans culpabilité. Hein? Fait que ça rentre, ça c'est fort, ça, chez le proche aidant, chez l'être humain, là, en général, ce sentiment de culpabilité. On va vous aider à passer par-dessus ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, c'est pas juste quand il y a un décès. Le syndrome du survivant, c'est aussi quand notre proche a une maladie. C'est comme si tout à coup, on s'empêche, en tant que proche aidant, de vivre des moments de joie, de plaisir, de rêve. C'est comme si on n'avait plus le droit. Oui. Ben non, c'est ça. Hein? C'est comme un conflit de loyauté envers notre proche qui est malade. Ouais. Hey, je ne peux pas aller en voyage dans le sud, là. Ma femme ne peut pas venir. J'ai vécu ça avec ma mère. Pour vrai? Ben oui. Arrête donc. Moi, quand ma mère a eu son diagnostic de cancer aux intestins, elle a eu ça en juin. Là, à partir de juin, elle est restée à son appartement. En septembre, on l'a déménagé en résidence. Puis là, elle a fait de septembre à décembre en résidence, puis après ça, elle est allée en maison de soins palliatifs. Et là j'étais comme, mais là, je ne peux plus rien dire à ma mère. Elle va mourir. Voyons, ça va y faire quoi si je dis que moi, cet été, là, je vais... Fait que ma mère en a parlé avec la psychologue. Ouais. C'est la psychologue qui m'a ramassé dans le passage. Elle m'a dit, Jean, je peux-tu te parler 2 minutes? Je dis, ben oui, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Fait que là, ben, elle dit, viens dans mon bureau. Je m'en vais dans son bureau, puis là, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe rien. Ben, elle dit, ta mère, elle se pose des questions. Tu lui disais tout avant. Puis là, tu lui dis plus rien. Ouais, mais je dis, je peux pas lui dire de quoi. Elle va mourir.
elle ne sera pas là l'été prochain. Je vais y faire bien plus de peine que d'autres choses. Elle fait non. Fait que, ouais, j'ai vécu ça. Fait que comme ça, là, je suis retourné le soir, je disais à ma mère, je suis attendu de la visite à soir. Elle fait, non. Je fais, OK, je vais rester avec toi, faut qu'on se parle. Et c'est là qu'on a parlé de la mort, comment elle se sentait, qu'est-ce qui. Puis. Ses appréhensions. C'était vraiment la première fois qu'on parlait de la mort. Tu sais, comment tu veux que ça se passe maintenant? Tu as fait un cadeau exceptionnel. Hein? Ben, à moi aussi, là. Ben, moi aussi. Hein. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est quand on s'autorise à être vulnérable, quand on s'autorise à dire j'ai peur, j'ai de la peine, dans le fond, c'est que ce que ça fait, c'est que ça l'autorise l'autre aussi à dire ben moi aussi j'ai peur. Hey, moi aussi, là, ça me fait capoter ça. Quand on s'autorise à être vulnérable, là, on peut devenir courageux. On ne peut pas être courageux sans vulnérabilité. Le courage, c'est la capacité de sortir d'une zone inconfortable. C'est hot. Oui. Oui. Mais c'est vrai que, tu sais, je pense qu'on a toute de la misère à rentrer dans notre vulnérabilité puis de la laisser paraître. Oui. On pense que c'est ça, être fort. Ouais. C'est ça. Être fort, là, tu sais, justement, nous, quand on parle au proche aidant, on dit, si vous voulez que votre proche vous le dise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui, bien, ouvrez-lui la porte, donnez-lui, mettez la table, startez la conversation. Des fois, les proches aidants, en fait, les proches aidants vont vivre les mêmes étapes que quelqu'un en deuil. Hein? Le déni, la colère, etc. Quand on est en colère, souvent, c'est parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on est triste, on est fâché contre la situation. T'sais. Nommez-le, dites-le. Ça m'écoeure, j'ai peur, j'ai plus d'espoir, ou je m'invente de l'espoir, ou toi, t'en as-tu? Posez les vraies questions. Puis justement, dans la formation prévention de l'épuisement, on le dit ça, on le nomme, de s'autoriser à nommer les vraies choses. Les vivre aussi. Ah ben, prendre le temps de les vivre. Évidemment, de le laisser monter, de s'autoriser. Savez-vous combien de temps dure une émotion? Non. 90 secondes. Okay. Une émotion, il y a un événement, OK? Mettons l'annonce d'une mort imminente. Ça amène une pensée. On l'associe à une blessure. Ça crée un mécanisme réactif. Okay, soit de défense ou pas. Et là, ça l'envoie dans le cerveau. Le cerveau va émettre plein de petites hormones. Là, puis là, ça va activer le système nerveux. Et ça va créer l'émotion, qui est une réaction physiologique du corps, qui t'informe de quelque chose. Si l'émotion est inconfortable, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Si elle est confortable, c'est parce que tu as répondu à un besoin. Et si tu vis encore ton émotion pendant 2 heures, après 2 heures, c'est parce que tu nourris la pensée. C'est parce que volontairement ou involontairement, tu continues à ressasser la même pensée de peur ou et là, lui, le cerveau, il ne sait pas là, que la patente est passée. Il pense que c'est encore là, il refait le même chemin et te refait vivre l'émotion. Jusqu'au jour où tu as le pouvoir de te dire, hey, attends une minute, là, ça fait 1 heure, là, je me ressasse la même patente. J'ai le droit de cesser de penser à cette chose-là. Ce qui m'amène à dire, c'est drôle, là, je fais une drôle de parenthèse, mais ça m'amène à dire que j'ai des proches aidants souvent qui ne s'autorisent pas à penser à autre chose que la souffrance de leurs proches ou de leur mort. Mettons que quelqu'un meurt, ils ne s'autorisent pas à arrêter d'y penser parce qu'ils pensent que c'est de l'oublier. Donc, ils s'infligent de revivre l'émotion toujours de tristesse et de désespoir, comme si c'était une démonstration d'amour et de loyauté envers la personne malade ou décédée. Ce qu'il faut, mais ce qui est honorable quand même, mais
quand on prend un pas de recul, on est capable de voir qu'on peut être un proche aidant dans la joie, dans la sérénité, puis dans le plaisir. Aussi. Puis c'est ça que moi, en tout cas, en tant qu'intervenante, puis même, je dirais, ma collègue aussi, Marlène Johnson, on essaie vraiment de cultiver la notion de la joie au quotidien pour continuer à vivre autrement. Puis probablement que tu vois la différence entre la personne aidante, l'épuisement doit venir moins vite quand l'émotion est beaucoup plus positive. Et voilà. Ouais. Parce que là, quand ils viennent dès le diagnostic, on leur donne des trucs, des stratégies, on donne une boîte d'outils. C'est à eux de voir quels outils vont sortir. Une boîte d'outils pour continuer à vivre avec résilience, dans l'acceptation, dans la mesure du possible, puis surtout dans l'autocompassion. L'autocompassion, c'est au-delà de l'acceptation. L'acceptation, c'est de dire, ben ok, je vais vivre avec, j'ai pas le choix. Hein? L'autocompassion, c'est de s'aimer et de se trouver beau malgré qu'on met un genou à terre, malgré qu'on n'accepte pas la situation. C'est de s'aimer dans tout ça. S'aimer dans sa vulnérabilité. Exact. S'aimer dans sa vulnérabilité, puis de se trouver beau. Puis de dire, là, je suis en bip-bip, puis j'ai le goût d'arracher la tête au médecin, je refuse cette situation-là, et je m'aime, et j'ai le droit de vivre ça. Et nous, on est là pour créer un espace de sécurité pour les proches aidants qui s'autorisent à nommer ces choses-là, puis à les amener de plus en plus vers une autocompassion. Intéressant. Mais tu sais, il y a des proches aidants qui ne sont pas au courant de ça. Là. Non, malheureusement. Il y a des gens, on rencontre des gens, là, c'est le monsieur ou la dame, là, ça fait 14-15 ans qu'elle s'occupe de son mari, là, puis elle ne faisait plus rien. Puis là, du jour au lendemain, il est parti. Oh, là, tu amènes un autre bon point, Jean. Hein? C'est comme... Ça fait un gros vide. Ça, je comprends. Parce que le proche aidant, on s'entend qu'on vit dans une société où on valorise beaucoup le dévouement et l'oubli de soi. Ouais. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Parce qu'on c'est de l'égoïsme, penser à nous. Là. Mais en passant à l'égoïsme, là, c'est pas ça. Quand on regarde dans le dictionnaire, être égoïste, c'est porter une action au détriment de l'autre sans s'en soucier. Bon, ça, je le dis dans mes mots. Penser à soi, se respecter et s'aimer, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ouais. Tu sais, dire qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, comment je peux répondre à ce besoin-là. Et là, ça fait que je prends soin de moi. Ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus d'énergie et d'amour pour faire la même chose pour l'autre, pour aller vers l'autre et dire qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin. Et de là, de me respecter. Désolée, Sophie, je ne peux pas répondre à ton besoin. Mais je vais t'aider à trouver la bonne personne. Ou j'ai confiance que tu vas trouver la bonne personne pour répondre à ton besoin. Hein? Ça, c'est de la compassion. Ouais. Puis je disais, c'est ça. Toi, tu as dit, Jean, oui, OK. Quand un proche aidant perd la personne de qui il prenait soin depuis 10, 14 ans, ou même 2 ans, je fais un lien avec ce dévouement-là. L'oubli de soi complet, pour certains, ça fait en sorte que là, ça crée un vide, mais plus juste un vide. Là. Moi, j'ai des proches aidants endeuillés qui viennent me voir, puis qui disent « j'ai plus aucun sens à ma vie ». Pas juste parce qu'il a perdu celui qu'il aime, parce que toute sa vie tournait autour de celui qu'il aimait. Ben oui. Toutes ses décisions, tout son horaire, toutes ses actions partaient des besoins de la personne de qui elle ou il prenait soin. Une mère qui a un enfant trisomique, déficient intellectuel, que son enfant est rendu à 20, 30 ans, c'est une vie à penser aux besoins de son enfant. Et c'est comprenable. Hein? J'en ai plein qui me disent « Oui, mais là, viens pas me dire c'est pas normal. » Oui, c'est normal.
moi, je vais juste vous donner des trucs pour revenir à vous. Remplir vos batteries. Pour que là, ça fasse en sorte que vous viviez le moins possible d'émotions inconfortables dues au fait que vous ne répondez pas à vos besoins. Vos besoins fondamentaux, vos besoins d'affection, de liberté, de repos, d'apprentissage, nourriture, sociale. Hein? Combien de couples sont venus me voir, on n'a plus d'amis depuis que mon mari a été diagnostiqué. Depuis qu'il y a une démence frontotemporale, il est rendu pas mal baveux. Excusez, c'est parce que c'est des mots que j'entends. Oui. Hein? Moi, je sais qu'on appelle ça des comportements déroutants là, dans notre jargon. Là. Mais là, il est rendu qu'il pique le monde, puis il est rendu que là, il sac, puis il y a des comportements dans les troubles cognitifs que la personne développe, que là, ça rend tout le monde inconfortable, puis ouf, tout à coup, on n'a plus de visite. Tout à coup, hein, le réseau social, ça me nuise. Et là, ils sont seuls, puis ils vivent de l'isolement. Donc, ben, c'est important là, de voir comment on peut remettre des gens, refaire un filet de sécurité pour ces gens-là, parce que pour que lors de la post-aidance, après le décès de la personne, que la personne, ben, elle ne me dise pas quelque chose comme une dame, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Je suis seule. J'ai plus personne. Tu sais, ça fait aussi, ça prend du sens avec le fait que quand que tu prends contact avec des ressources dès le diagnostic, vous autres vous accompagnez, tu sais, oui, tu sais, tout de suite le prochain aidant, mais celui du deuxième rang aussi. Et voilà. Qui fait en sorte que, que le réseau comprend qu'est-ce qui se passe à l'interne. Puis, tu sais, de continuer à jouer aux cartes avec quelqu'un qui fait de la démence ou quelque chose, là, tu sais. Je veux dire. Il y a des choses à faire. Mais oui. Il y a des choses à faire, mais les gens ne le savent pas. Puis c'est bien dit, Sophie, vraiment, là. C'est dans les petites choses, dans les petits gestes quotidiens. Ben, tu sais, là, on prend l'exemple des troubles neurocognitifs. Ouais. Mais ben, ça ne sert à rien que j'y aille. Mon père ne me reconnaît plus. Oui, mais ta mère a besoin que tu sois là. Ouais. Ou si ce n'est que ton père a besoin de sourire parce que tu le fais rire. Bon, tu sais, il y a plein de choses, là. Mais quand j'ai une famille devant moi, je te donne un exemple, là. Puis avant ça, avant de parler de la famille devant moi, quand on parle des proches aidants de deuxième rang, mais qui sont tout aussi importants. Là, hein? On s'entend que ça n'enlève pas l'importance du proche aidant. C'est juste qu'il y a moins d'actions concrètes qui sont faites là, au quotidien. Combien de proches aidants qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, quand j'ai parlé de mettre mon conjoint en hébergement, mes enfants ils étaient très en colère parce qu'ils ont dit, ben papa, il n'est pas si pire que ça, voyons. Il est correct. Tu sais, quand on va vous voir, là, il jase encore, il n'est pas si pire. Et ils ne peuvent pas comprendre le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la madame, là. Et à plein de niveaux, là, hein, quand tu vas en visite puis tu passes une heure avec eux autres ou deux. C'est rien de comparer. Non, c'est ça. Ils ne peuvent pas comprendre toute la charge mentale. Puis des fois, c'est pas parce que la personne physiquement a à laver son conjoint ou son enfant ou son père, sa mère. Des fois, c'est la charge mentale. Ah, ouais. J'ai tel rendez-vous. Ah, là, il y a des rendez-vous avec le physio. Ah, là, il y a des rendez-vous avec... Ah oui, c'est... Moi, j'ai accompagné une dame, là, que pendant 2 ans, elle a repoussé son opération à elle parce qu'elle disait, ben j'ai pas le temps, je peux pas, je prends soin de mon mari. Ben, elle est décédée avant son mari aussi, cette femme-là. Je veux pas avoir de l'air alarmiste, là, mais c'est la réalité. Donc, c'est pour ça que j'adore, moi, faire des CA familiales. Puis je dis, amenez votre soeur, amenez votre enfant, amenez une amie, amenez quelqu'un qui va comprendre d'être avec vous, puis il va apprendre les mêmes choses, puis qui va pouvoir vous soutenir quand ça sera le temps. C'est vraiment important. Puis ça fait en sorte que lors de la post-aidance, au décès de la personne, si le décès a lieu, bien là, tu as vraiment des gens qui sont solides, puis qui comprennent le vide là, que ça va créer en toi. Là. Le réseau est déjà là. Le réseau est prêt. Ouais. Ouais.
hein? C'est intéressant. Oui. Ben moi, ça m'a fait comprendre des choses. Mais comme je te dis, moi, depuis qu'on a commencé les podcasts, j'apprends plein de nouveautés. Mais tu sais, je travaille beaucoup, moi aussi, avec les familles. Là, puis des fois, j'ai des familles qui m'amènent sur des sujets, qui m'amènent sur des... Puis là, je fais, je ne peux pas ben les aider, je connais pas, tu sais, ou les gens me posent des questions, mais là, je les réfère. Tu sais, je fais comme, je vais vous aider à ma façon, je vais vous référer. Fait que ça me fait du bien, ça remplit comme mon petit coffre d'outils, moi aussi, puis ça va me permettre d'être là. Ben, c'est merveilleux parce que vous travaillez dans le domaine mortuaire, dans le domaine funéraire, et vous avez devant vous des familles endeuillées qui ont peut-être été proches aidants, même si ce n'est que pendant 2 ans. Ouais. Et s'ils sont tout simplement, pas tout simplement, s'ils sont endeuillés, même s'ils ne sont pas proches aidants, n'hésitez jamais, gardez près de vous les dépliants des ressources des environs. Maison des aidants de Grenby. Nous, on est le regroupement social aidants de Bromélisquoi, mais il y en a une à Grenby, à la Maison des aidants. Parce qu'ils peuvent vous appeler même après le décès, même s'ils n'ont pas eu de suivi avant. Oui, là. tout à fait. Puis ça se peut que si j'ai un endeuillé qui m'appelle, puis que là, je vois que c'est vraiment plus un suivi de deuil qu'ils ont besoin, ça se peut que je les réfère à la maison Diapason, ça se peut que je les réfère à Oasis Santé Mentale, ça se peut. Il y a plein de ressources qui peuvent soutenir. Il y a les centres pour femmes. Il y en a une à Coansville, il y en a une à Grenby. Les centres pour femmes, les gens souvent associent ça aux femmes violentées, avec raison, mais il y a des centres pour femmes qui sont là tout simplement pour donner des ressources aux femmes. Il y a des ressources pour hommes. Et donc, ils donnent toutes sortes de ressources aux hommes là, dans tout ce qu'ils vivent. Il y a les maisons de la famille qui sont capables de soutenir les enfants. Il y a tellement de belles ressources. Parce que, tu sais, quand le décès arrive, là, comment ils sont, tu sais, ils ne voient plus rien, ils sont dans l'émotion, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus, ils savent pas par où commencer. Oui, tu l'as dit, ils ne savent surtout pas par où commencer. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, d'appeler, tu sais, quelqu'un, à la maison. Ben, c'est-tu directement à la maison Gilles Carle? En tout cas, tu pourras donner... On va mettre les coordonnées dans le bas. Fait que, tu sais, comme ça, il y a, tu sais, toi ou une de tes collègues, un de tes collègues qui peut, du moins, évaluer les besoins. Puis on les réfère. Moi, j'appelle des fois directement au soutien à domicile. Des fois, j'appelle au CLSC de Coansville ou Grenby. Des fois, dépendant de la région, je vais dire, vous savez, des fois, moi-même, si j'ai un aîné là, qui n'est pas habitué sur Internet, je vais faire les recherches pour eux. Ouais. J'ai des gens de Montréal qui m'appellent, de Sherbrooke, parce qu'ils ne savent pas où appeler. On les réfère. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas connu, ces ressources-là. Moi, je savais pas que... Non, puis... Moi, c'est tout du nouveau, là, pour moi. On ne sait pas où aller. Ouais. Vraiment, on ne sait pas où aller. Puis malheureusement, là, on essaie vraiment de faire plus de représentation, même au niveau du CIUS, pour que vraiment les intervenants de première ligne, parce que souvent, eux autres, c'est les premières lignes, les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les préposés aux bénéficiaires, qui soient au courant de ça. Il y a un nouveau programme, un nouveau projet que nous, on chapeaute, qui s'appelle le service de gériatrie sociale, qui a pour but, justement, de soutenir les aînés dans des situations vulnérables. Wow. Ceux qui tombent entre 2 chaises. Là. Ouais. Hein? Donc, je pourrais aussi vous donner ces coordonnées-là. Parce que des aînés isolés, des aînés endeuillés, isolés. J'ai accompagné une madame endeuillée, moi, dernièrement, qui habitait dans le fin fond d'un rang d'un âme, pas d'auto. En fait, elle avait un auto dans sa cour, mais elle ne conduisait pas. C'était l'auto de son défunt mari. C'était grave, là, la situation. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la post-aidance, ça met les gens dans des situations très vulnérables. Donc, c'est important qu'on les soutienne. Ouais. Puis je pense que vous, qui obligatoirement les avez devant vous, ben ça peut être quelque chose de beau à leur offrir. Absolument. Aussi. Quand vous voyez, admettons que vous reconnaissez des signes de détresse, ça pourrait être intéressant là,
C'est sûr que nous autres ici, on a quand même ce beau réflexe-là, là, d'essayer de... Mais on les référait beaucoup au diapason, vu que on touchait beaucoup au deuil, mais la portion psychosociale, très intéressante. Oui, oui. C'est un service gratuit. Hein, parce qu'au privé, ça coûte très cher. Oui. Hein, puis c'est correct, c'est parfait. Ouais. Chacun a son portefeuille, chacun a sa réalité. Si on peut aller au privé, tant mieux. Mais si on peut avoir un organisme que pour un petit coup d'adhésion, on peut avoir des services gratuits en plus, ben c'est gagnant. Oui, vraiment. Wow! Belle rencontre. Sais-tu qu'est-ce qui nous manque dans le podcast? Des Kleenex. On est dans une maison funéraire, on en a partout. Je fais souvent la blague, moi, quand je rencontre des familles aux funérailles, je fais souvent la blague de dire prenez des Kleenex, c'est la seule chose qui est gratuite. Il y en a marre, profitez-en. C'est pas volé, c'est inclus dans votre... Oui, c'est inclus dans le forfait. Hey Brigitte, oui. merci énormément. Grand plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup. Quel beau partage, plein d'informations, vraiment là. Je pense qu'on va en entendre parler, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'on va en entendre parler. Écoute, si je peux me permettre de répéter notre ressource, c'est le regroupement Soutien aux aidants de Brome-Missisquoi / Maison Gilles Carle. Vous pouvez aller nous trouver sur Facebook. Sinon, on a un site internet. Et si vous voulez des informations aussi pour le service de gériatrie sociale, vous pouvez appeler au même numéro de téléphone. On va vous guider pour ce service-là aussi. Génial. Magnifique. Si jamais vous voulez parler Brigitte Frégoux, c'est 514. C'est 450-263-4236, poste 2. Hey, encore une fois, merci Brigitte. Merci beaucoup à vous deux, c'était un beau.